Bonjour tout le monde, merci pour la belle introduction. Ça me fait un vrai plaisir de partager cette journée avec vous et merci de m'avoir donné la chance de pouvoir partager avec les patients un peu de mon expérience avec les soins de la peau et comment traiter les toxicités des traitements que les traitements causent sur la peau spécialement. Alors j'espère que la présentation va vous donner des astuces pour bien prendre soin de votre peau et après avoir reçu des traitements anticancéreux et aussi va vous donner une idée de comment ils se produisent et comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe avec notre peau pour bien la soigner. Alors, pour cette conférence, je ne déclare pas de conflit d'intérêt, je ne suis pas invitée par aucune des commandataires, alors j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et j'aimerais commencer pour décrire un peu les objectifs d'apprentissage pour la présentation. Tout d'abord, je vais présenter quelques statistiques des cancers sur les cancers au Canada qui vont nous donner une idée du fardeau que représente la maladie dans notre système de santé. Ensuite, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le parcours d'un patient qui est diagnostiqué avec une néoplasie. J'aimerais aussi vous expliquer un peu comment et pourquoi les effets secondaires cutanés se présentent. Nous allons définir aussi les principales toxicités cutanées associées au traitement des cancers et finalement, nous allons examiner un peu comment les soins de la peau peuvent contribuer à atténuer et prévenir les toxicités. En commençant un peu par les statistiques sur les cancers, ils nous renseignent un peu du nombre de Canadiens qui, à chaque année, reçoivent un diagnostic ou décèdent à cause de la maladie. Selon les statistiques publiées par la Société canadienne du cancer en 2021, il démontre que le cancer, c'est la première cause de décès dans ce pays et que 2 des 100 Canadiens ils développeront un cancer au cours de leur vie. Et ça veut dire à peu près 43% de la population, alors c'est assez important. On peut dire aussi qu'un Canadien sur 4 il va mourir du cancer. En 2021, il y a eu 229 000 à peu près environ des cas diagnostiqués et les décès par cancer, c'était environ 90 000 cas. Le siège tumoral le plus présent chez la population, mais le plus commun, c'est le cancer du sein, qui représente à peu près 25% des diagnostics de cancer en total chez les femmes. Et chez les hommes, le plus important, c'est le cancer de prostate qui peut atteindre un niveau à peu près de 21% dans les statistiques. Chez les deux sexes, les cancers les plus fréquents, c'est le cancer colorectal avec chez les hommes, c'est à peu près 11% et chez les femmes, 13%. Et on trouve dans la troisième position le cancer du poumon. C'est la maladie qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est quand même une maladie qui est très commune et que c'est la 4e siège tumoraux en importance et avec un pourcentage d'à peu près de 12% chez les hommes et de 13% chez les femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire du fardeau du Canada, du fardeau du cancer au Canada? Les dernières données sur l'incidence, ça veut dire les nouveaux cas. Et au Canada, étaient disponibles jusqu'à 2017 parce qu'après 2017, Québec a arrêté de reporter dans le Canada fédéral. Alors, la Société des cancers a pris ces statistiques et a projecté l'incidence selon l'âge en 2021. Cette graphique ici, il nous permet de nous rendre compte, je vais juste montrer ici, que les cancers augmentent avec l'âge, c'est directement lié avec l'âge. Plus que l'âge augmente, il y a plus de cancers qui sont diagnostiqués. En attendant un sommet à peu près dans les groupes d'âge de 65 à 69 ans, où est-ce qu'ils sont diagnostiqués la plupart des nouveaux cas de cancer. On voit ici aussi une différence que le cancer est plus souvent diagnostiqué chez les hommes que chez les femmes. Et si on peut voir ici, le cancer, il commence à être diagnostiqué plus fréquent dans les femmes, dans les bas âges, à cause que c'est la présence du cancer du sein. Et on peut dire que les femmes, ils commencent le diagnostic du cancer du sein depuis l'âge de 20 ans. Et on voit ici que la courbe, il commence à changer un peu.
Ici, les hommes, ils commencent, après les 60 ans, les hommes, ils commencent à prendre les leads à cause que ça commence le diagnostic de cancer de la prostate. Et plus qu'avant l'âge, aussi, si on voit ici les taux, c'est le plus haut vers les 69 ans. Mais après, il y a moins de diagnostics parce que les patients, généralement, ils consultent moins et ils ont moins d'accès, ils ont d'autres maladies différentes au cancer qu'ils peuvent diagnostiquer. Alors, on parle ici juste de l'incidence. Les taux de survivance après 5 ans, ça veut dire qu'on trouve des patients encore vivants après 5 ans sans diagnostic. Malgré les données qui démontrent que les nouveaux cas augmentent à chaque année, le cancer est devenu une maladie chronique à cause de l'augmentation de son taux de survie après 5 ans. Le Canada est heureusement parmi un des pays où le taux de survivance est le plus haut au monde dans tous les sièges de cancer. On voit ici que pour un patient qui est diagnostiqué avec un cancer des seins ou cancer du prostate, la survivance après 5 ans peut être à peu près de 80 à 90, et c'est très bon. Quand on descend ici, on voit les cancers colorectal et les cancers colorectal et gastro-intestinal qui occupent un taux de survie après 5 ans de 65% à peu près. Et malheureusement, on trouve les cancers des poumons dans les plus bas de l'échelle, avec un taux de survie après 5 ans juste de 20%. On a amélioré, si vous vous rendez compte, depuis 1995, on était à juste 15%. Et la survivance a amélioré à cause que on a plus d'accès aux nouveaux traitements, on a des développements scientifiques qui permettent que les patients sont traités et il peut avoir une rémission de la maladie plus longtemps. Aussi, on a un accès universel à la santé qui nous permet d'avoir l'accès au diagnostic, au traitement à toute la population. Alors ça fait que ça a amélioré les taux de survie au niveau du cancer des poumons. Selon les statistiques, on peut conclure qu'au Canada, le fardeau du cancer sur le système de santé sera plus important dans les années à venir, car l'incidence de nouveaux cas augmente tous les jours. Aussi, le taux de mortalité diminue et on voit ici que la survie après 5 ans augmente. Ça veut dire que plus de Canadiens ils vont vivre avec le diagnostic et ils vont survivre aussi avec la maladie et les séquelles qui sont produites à cause du traitement anticancéreux. Et ça veut dire aussi que plus de Canadiens ils vont avoir des changements cutanés ou des séquelles qui sont produites à cause des traitements cancéreux et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à cette discussion. J'aimerais prendre un peu le temps de parler sur le parcours du patient qui reçoit un diagnostic de cancer. C'est très important d'en parler car je sais que plusieurs d'entre vous ils l'ont vécu personnellement. Et c'est important d'en parler parce que le diagnostic de cancer, c'est un bouleversement pour la vie d'une personne et de sa famille. Et la période, je pense que la plus stressante, c'est la première étape, c'est le diagnostic. On voit, on se présente, on se confronte toujours à l'inconnu. Et on attend les résultats des tests, on ne sait pas c'est quoi exactement, c'est quoi la survie, c'est quoi le traitement. Alors ça augmente beaucoup plus le stress du patient et de la famille. Après le diagnostic viennent les discussions sur les options de traitement et les parcours thérapeutiques. La grande partie des cancers se traite avec une approche multimodale. Je veux prendre l'exemple du cancer des poumons parce que ça nous convient aujourd'hui. Le traitement initial est selon les stades, mais toujours quand il y a un tumeur solide, les traitements qu'on cherche, c'est d'enlever la tumeur. Alors, c'est pourtant la chirurgie la plus commune, mais ça dépend directement de l'stade de la maladie. Et dans les stades 1 et 2 du cancer des poumons, c'est toujours la chirurgie, les traitements d'excellence, mais s'il y a des stades plus avancés,
Les patients ils peuvent recevoir des traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie, des thérapies ciblées, des immunothérapies qui vont faire en sorte que la tumeur va diminuer et les patients ils peuvent être possiblement candidats à une chirurgie. Aussi, quand il n'y a pas d'option chirurgicale à cause de l'état du patient, on peut recevoir aussi des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie, des thérapies ciblées qu'on va parler en plus en profondeur plus avant. Et aussi, on peut recevoir l'immunothérapie. C'est important de noter que tous les traitements qui sont mentionnés ici, ils vont altérer l'intégrité de la peau malheureusement. Ils vont causer des toxicités importantes, spécialement sur la peau. Et c'est pour ça que c'est important de les reconnaître et savoir comment les atténuer et les prévenir et les gérer aussi. Avant de plonger sur le sujet, je veux juste, j'aimerais faire une brève explication du mécanisme d'action de chaque des traitements. Dans les traitements anticancéreux traditionnels, on connaît tous la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est l'utilisation des médicaments cytotoxiques qui sont utilisés pour détruire les cellules cancéreuses. Malheureusement, ce n'est pas un traitement ciblé. Elle peut aussi affecter les cellules normales qui se divisent rapidement, surtout celles des muqueuses et de la peau. Et on peut dire qu'approximativement 38% des patients qui reçoivent la chimiothérapie vont avoir des toxicités cutanées. Comme deuxième thérapie traditionnelle, on a la radiothérapie, c'est l'utilisation des radiations ionisantes avec l'objectif d'endommager l'ADN des cellules cancéreuses. Et malheureusement, ce n'est pas non plus un traitement ciblé. On va altérer l'ADN des cellules cancéreuses, mais aussi on va altérer celles des cellules normaux. On peut dire que 95% des patients qui reçoivent la radiothérapie, ils vont avoir des effets secondaires cutanés. Dans les traitements, dans les nouvelles thérapies, qu'il y a beaucoup de patients qui les reçoivent maintenant, on trouve des thérapies ciblées, que c'est des médicaments oraux, des infusions intraveineuses. Et les nouvelles thérapies, ils ciblent des gènes et des protéines spécifiques qui sont impliquées dans la croissance et la survie des cellules cancéreuses. Comme son nom l'indique, c'est des thérapies ciblées. Alors, sont plus normalement attaquent les cellules cancéreuses, ils ne devraient pas attaquer les cellules normaux, mais ce traitement, il peut provoquer des irritations et des affections de la peau très importantes. On peut dire que 45 à 100% des patients ils vont avoir des toxicités cutanées. Et en dernier instant, on va parler de la immunothérapie. L'immunothérapie a commencé son essor vers les années 90 et ils ont comme objectif de manipuler notre système immunitaire pour faire en sorte que notre propre corps soit capable de rencontrer les cellules cancéreuses et les détruire. Dans ce type de traitement, on peut dire que la toxicité cutanée peut survenir à n'importe quel moment dans le traitement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont commencer du début. Et à peu près 45% des patients qui reçoivent ce type de traitement ils vont avoir des toxicités. Et malheureusement, il peut rester pendant longtemps, même après que le traitement est interrompu. Dans les toxicités, pour plonger un peu dans le sujet, on va commencer à présenter les principaux effets secondaires cutanés sur le traitement du cancer. Il y en a plus, mais je vais mentionner juste les plus communs. Je pense que les plus communs qu'on va avoir, c'est la peau sèche. C'est quelque chose que les patients du cancer se plaignent tout le temps. La peau devient très sèche, il y a des démangeaisons, on appelle ça la cérose. Et la démangeaison, on appelle les prurites. Et aussi, il y a beaucoup de patients qui reçoivent des traitements pour bloquer les facteurs de croissance tumorale qui peut présenter une éruption acnéiforme, que c'est une espèce d'acné, comme vous voyez ici, qui se présente dans les régions plus séborréiques, ça veut dire qu'ils ont plus de gras, comme les thorax, la face, les coups et les hauts du dos.
Et on voit ici aussi l'inflammation des follicules pileux qu'on appelle la folliculite. C'est très présent chez les patients qui reçoivent même la chimiothérapie et la radiothérapie. On peut aussi avoir des craquements, la peau craquée, il y a des altérations des ongles qu'on va parler un peu plus en avance. Il peut y avoir des éruptions cutanées, type réaction allergique, ou folliculite, ou éruption maculo-papuleuse, ça veut dire que c'est des taches sur la peau ou des vésicules qui peuvent être pleines de sécrétions, des sécrétions purulentes. Des fois, il peut être même avoir une infection. Et une autre réaction très commune, c'est l'alopécie. Et c'est surtout présent dans les patients qui reçoivent la chimiothérapie, certains types de chimiothérapie, ou les patients qui reçoivent la radiothérapie dans la tête. On peut avoir aussi la dermatite par radiation. Je veux faire une mention spéciale parce que c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les patients. Et on a ici un syndrome qui s'appelle le syndrome mains et pieds, que c'est une espèce d'érythème et une desquamation qui se produit dans les mains et dans les pieds des patients qui reçoivent certains types de chimiothérapie et aussi des inhibiteurs de facteurs de croissance tumorale. Alors, on peut dire que les conséquences qui peuvent engendrer les toxicités cutanées dépendent de la gravité de la réaction et la perception que les patients même donnent à la réaction. Et malgré que l'apparition des toxicités cutanées n'entraîne pas d'emblée l'arrêt du traitement de la part d'équipes médicales, elles peuvent affecter la motivation que les patients à continuer le traitement et ça peut affecter très importantement la qualité de vie des patients. On peut dire que 80% des patients qui reçoivent la chimiothérapie ou les traitements anticancéreux, ils vont avoir une affectation de la qualité de vie en relation avec les toxicités cutanées. Et comme j'ai dit, il faut vraiment évaluer la gravité de la complication, mais normalement, ça n'implique pas l'arrêt du traitement, mais les conséquences, les patients peuvent prendre simplement la décision d'interrompre le traitement parce que les toxicités cutanées sont très gênantes esthétiquement et peuvent être douloureuses aussi. Et les patients ne se sentent pas bien avec des rougeurs, des brûlements, et la démangeaison est très inconfortable. Alors, il y a des patients qui arrêtent le traitement juste parce qu'il y a beaucoup d'effets, malgré que les médecins pensent que c'est vivable, mais c'est pas nous qui vivons, c'est les patients vraiment. Il peut y avoir moins de motivation pour suivre le traitement, il y a une diminution du plaisir et de la qualité de vie, et aussi compromettre le bien-être psychologique, surtout les patients qui souffrent de la démangeaison, et aussi chez les femmes quand elles perdent ses cheveux, c'est assez important psychologiquement, il y a une affectation importante sur l'image que la femme a d'elle-même et ça peut entraîner même la décision d'interrompre le traitement. La bonne nouvelle, c'est que le traitement est juste un bon protocole, un bon régime de soins de la peau et peut atténuer et même prévenir l'apparition des toxicités cutanées. Avant de plonger dans le sujet, je veux expliquer un peu comment l'apparition des réactions cutanées se produisent. Et pour ça, on va étudier un peu la physiologie de la peau. Et je vais faire une bref aborder un peu la physiologie de la réaction cutanée. Je vais commencer pour dire que la peau, c'est un organe très complexe et d'ailleurs, c'est le plus grand du corps. La peau est composée de 3 couches principaux, que c'est la plus externe, c'est l'épiderme. Je vais essayer de la montrer ici. L'épiderme, qui est composé de plusieurs couches de cellules qui sont mortes. Et toutes les cellules sont, dans la grande partie, produites dans la couche basale, que c'est la couche qui divise l'épiderme de la derme. Et ici, on trouve
la couche du milieu, qui c'est la derme, c'est une couche où c'est plein de vasos sanguins, et c'est celle qui nous permet la sensation, nous permet de transpirer, c'est comme le contact avec l'extérieur. Et on a la couche la plus profonde, qui c'est la hypoderme, qui c'est principalement conformée des tissus adipeux et des vasos sanguins. Je veux concentrer un peu dans la couche, pour nous, la plus importante, et c'est l'épiderme. Dans l'épiderme, comme je dis, c'est des cellules aplaties qui sont mortes. Et ils font comme une espèce de barrière, comme une espèce de cloison, pour éviter que nous, on soit touchés à l'intérieur de notre derme, et aussi pour éviter que tout ce qu'il y a dans notre corps, il sorte. Ces cellules spécialisées s'appellent les cornéocytes, et c'est des cellules très importantes dans les sujets qui nous compètent aujourd'hui. Les cornéocytes, ils forment comme cette espèce de mur de contention, et c'est intercalé avec, vous voyez ici, comme des petites protéines qui sont les lipides cutanés. Et les lipides cutanés, on sait que les lipides, ils repellent l'eau, ils n'aiment pas l'eau. Alors, ils font que l'eau ne peut pas rentrer, puis l'eau ne peut pas sortir. Les lipides cutanés qu'on a normalement dans nos peaux, c'est le cholestérol, c'est les acides gras et la céramide. Il y a un peu de vitamine E, mais c'est principal, c'est acide gras. Et je veux mentionner ça, très important, parce que c'est l'explication de pourquoi notre peau est très affectée quand on a des traitements oncologiques. Alors, la peau, c'est un organe très important, mais aussi très sensible. Il peut être facilement affecté par des multiples facteurs qui peuvent aggraver la réaction et développer une réaction. Notre peau, normalement, a un pH entre 4,7 et 5,5. On peut dire que dans l'échelle de pH, c'est un peu acide. Ça nous permet de nous protéger des bactéries, et c'est parce que la peau, c'est la barrière protective de notre corps. Même quand on lave la peau avec l'eau de robinet, la peau a tendance à être plus alcalin. Et là, juste l'eau, il peut monter le pH de 6,5 à 8,5. Quand on utilise des antiseptiques à base d'alcool, le pH il peut monter de 7 à 8. Et regarde ici, c'est très important, l'utilisation des savons et des lessives, il peut monter le pH jusqu'à 10 à 11. Ça veut dire que c'est très alcalin. Et ça va prendre de 6 à 9 heures pour le pH de revenir à son niveau normal, qui c'est entre 4,7 et 5,5. C'est important de remarquer ici que quand le pH monte à 6, les bactéries commencent à se développer, parce que les bactéries aiment ça, le pH neutre, et c'est là qui les permet de se multiplier et de faire, comme on dit, la fête. Alors, on peut dire que le traitement oncologique modifie cette fonction de barrière cutanée. Vous comprenez que, si on revient ici, vous savez que la radiothérapie, la chimiothérapie, ils vont aller tuer des cellules. On tue les cellules cancéreuses, mais on va affecter toutes ces couches de cellules cutanées qui permettent à notre peau d'être protégée. Alors, cette modification, cette mort cellulaire qu'on souffre à tous les jours quand on reçoit des traitements, il va affecter la fonction de la barrière cutanée et affecte la capacité de la peau à retenir l'humidité, parce qu'on va enlever cette mur de contention qui est faite avec des cellules. Et aussi, il va augmenter la perte d'eau transdermique, parce que si on perd la couche de cellules, les lipides, ils vont être pas capables de s'assembler pour être capables de retenir l'eau en dedans. Et c'est ça qui entraîne la sécheresse, la démangeaison et la rougeur dans la peau. Alors, c'est un peu d'explication, un peu physiologique pour comprendre qu'est-ce qui se passe, mais c'est très important d'expliquer ça. Alors, pour personne, c'est un secret que maintenant, on est dans un monde très pollué et a un impact très important de la pollution environnementale sur la santé de la peau. Et on sait que tous les gaz à effet de serre, la pollution causée par les rayons UV, que maintenant la Terre est moins protégée à l'inclination de ces rayons.
Et toute l'accumulation de plus d'ozone dans notre atmosphère et la poussière et toute la pollution, ça fait que ça cause une espèce d'inflammation dans la peau et elle affecte l'accumulation de la pollution affecte et détériore la barrière protectrice naturelle de la peau. Et toutes les toxines, les poussières, toutes ces particules de carbone qui sont émises dans l'atmosphère, ils vont s'attacher à la peau et ils vont boucher les pores et pénétrer dans l'épiderme parce qu'il n'y a rien qui les empêche. Ils sont très petits et la barrière lipide qu'on a dans la peau n'est pas capable de filtrer le carbone et tous les produits de déchets qui peuvent se produire. Alors, ça, il va produire une espèce d'inflammation qui va déclencher une dégradation de l'acide hyaluronique et le collagène, qui sont les protéines qu'on a dans la derme et qui tiennent la peau ensemble. On peut voir ici comment la pollution il peut pénétrer dans les cellules et aller affecter les protéines et même il peut changer l'ADN de la peau. Et ça implique qu'on peut avoir des cancers de la peau et ça implique aussi que nos cellules, la division cellulaire va être affectée à un moment donné. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses pour aider à soigner la peau et prévenir et aussi soulager les patients quand il y a des symptômes ou des toxicités cutanées associées. Et les choses, c'est qu'on peut recommander des soins de base. C'est vraiment 3 pas qui vont vous aider à avoir une peau plus en santé. Cette recommandation, ce n'est pas juste pour les patients qui reçoivent des traitements de cancer, ça peut être appliqué aussi pour les personnes en général. L'idée, c'est d'appliquer un protocole de soins de peau au quotidien. On dit que la peau il doit être nettoyée et apaisée, le visage et le corps. Le nettoyage permet d'éliminer les résidus, d'éviter toutes ces particules qui vont boucher les pores et aussi permet d'éliminer les cellules qui sont mortes dans la couche plus externe de la peau et permettent aux nouvelles de grandir. Et quand on nettoie, comme je vous mentionnais avant, n'oubliez pas que les savons ils ont la tendance à alcaliniser la peau. Alors, l'idée, c'est d'utiliser une crème lavande en lieu d'un savon. Pourquoi? Parce que le savon, il va sécher plus la peau, il va augmenter la perte d'eau transdermale et aussi la peau a besoin de beaucoup de temps pour avoir son pH naturel. Alors, la recommandation, c'est d'utiliser une crème lavande. Comme je vous dis, il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais il y a plusieurs dans les marchés, dans les pharmacies. Vous pouvez juste trouver quelque chose qui ne dit pas savon, il dit crème lavande. Il y a plusieurs marques qui l'utilisent. Et aussi, c'est recommandé d'éviter l'ajout de sensibilisants cutanés comme la lanoline, l'aloe vera, les parfums, les parabènes. Alors, juste de regarder dans votre crème lavande qu'il n'y a pas principalement l'odeur. Les gens aiment beaucoup les parfums, mais les parfums est fait à base d'alcool et c'est considéré comme un sensibilisant cutané. Comme 12e pas, on doit rééquilibrer et réhydrater la peau pour créer une barrière cutanée, une barrière entre la peau et les polluants. Et la recommandation ici, c'est d'utiliser un hydratant puissant, lequel le premier ingrédient doit être l'eau. Idéalement, on doit regarder toujours les ingrédients parce qu'il y a beaucoup de produits dans les marchés. C'est impossible pour moi de mentionner toutes les crèmes disponibles, mais je peux vous donner des conseils pour choisir une bonne crème. On doit voir que le premier ingrédient doit être l'eau. Il faut éviter encore les sensibilisants cutanés comme la lanoline, la présence de lanoline, aloe vera, parfum, parabènes. Une autre chose, c'est qu'il y a des crèmes qui contiennent l'huile minérale. Je veux faire la mention que l'huile minérale, ce n'est pas un hydratant, il protège la peau, mais il n'hydrate pas. Alors, les crèmes qui sont à base d'huile minérale, il ne doit pas être l'élection pour nous.
Alors, une crème à base d'eau qui n'a pas de parfum, même en version de crème ou lotion, ça peut aller, mais l'idée c'est qu'elle soit les plus basses possible. Il y a plusieurs marques dans les marchés. Et s'il y a quelqu'un qui veut des questions, poser des questions pour des marques, je peux faire la recommandation, mais pour le moment, je vais juste laisser comme ça. Et aussi, le troisième pas, c'est une photoprotection. Et on sait que les rayons du soleil sont plus nocifs maintenant qu'il y en a moins de protection et plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Qui font que notre peau s'expose plus à l'action des rayons UV et UVB. L'idée, c'est d'utiliser toujours la protection solaire, même l'hiver, et ça doit être une habitude, surtout dans les zones qui sont exposées, la face, et les bras et les mains. Et l'été, mais plus qu'on s'expose, plus qu'on est touché, alors c'est toujours l'idée, c'est d'utiliser un protecteur solaire avec un facteur de protection de au moins 30%. Alors, comment aborder le traitement des effets secondaires quand les patients présentent des symptômes ou des réactions cutanées? La première chose à faire, c'est une évaluation complète de l'état général du patient. On va évaluer la gravité de la réaction. On va s'assurer que la toxicité n'est pas dangereuse et qu'elle ne nécessite pas une attention médicale immédiate. Si on peut les gérer nous-mêmes, les infirmières, normalement, on peut faire la gestion parce que c'est les soins de la peau, c'est dans notre champ de pratique. On peut prendre la décision, mais si on voit vraiment que les patients ont besoin d'attention médicale, on doit le faire, on doit l'envoyer. Et après qu'on s'assure que qu'on peut prendre la charge des patients, on peut proposer des mesures pour le traitement et pour soulager l'inconfort du patient. On va parler rapidement des toxicités les plus souvent, comme j'ai parlé, c'est la sécheresse, la cérose et la démangeaison de la peau. Et la cérose, vous pouvez voir ici, c'est comme une espèce de desquamation généralisée dans la peau qui est très associée à la démangeaison. C'est très présent dans les patients qui ont des maladies chroniques, c'est très présent chez les personnes âgées. Et on voit que la peau est comme ridée, terne, et surtout, ça pique beaucoup. Il y a un prurite intense et les patients ont la tendance à se gratter. Et pourquoi il se produit? C'est multifactoriel. Il peut y avoir des modifications intrinsèques dans la kératinisation et la teneur des lipides. Comme je vous ai parlé, la barrière cutanée est affectée, soit par le traitement, soit par l'âge des patients, et aussi par les niveaux d'hydratation. Il y a beaucoup de personnes qui ne boivent pas assez d'eau et ça contribue à que notre peau soit plus sèche. Et la démangeaison entraîne que les patients aient la tendance à se gratter. Alors, si on se gratte parce que c'est très sec, on va faire des ouvertures de la peau qui peut donner un risque d'infection. L'apparition de la sécheresse, la cérose peut être vue 3 à 4 semaines après le début du traitement et les patients peuvent même l'avoir avant d'avoir commencé le traitement. Alors, il est toujours important d'inviter les patients à faire une bonne hygiène, à utiliser un produit nettoyant doux qui respecte le pH de la peau, comme j'ai déjà parlé, et les soins de la peau, mais utiliser la crème hydratante, comme je vous en parlais, non occlusive, une photoprotection, et surtout éviter la surutilisation d'appareils de chauffage, surtout dans la nuit. Je sais que c'est froid au Québec, mais la recommandation est de la nuit à moins laisser les chauffages à entre 17 et 18 degrés pour éviter que l'environnement sèche et la peau soit plus sec par conséquent. Et aussi utiliser les climatiseurs dans l'été, il fait que l'environnement est plus sèche, alors à éviter si nécessaire. Et quand on a des fissures ou des craquelures dans la peau, il peut commencer comme ça. On voit comme l'épaississement de la couche cutanée la plus externe. On appelle ça aussi une hyperkératose. Et on voit ici que aussi ça fait une sécheresse, la peau ouvre et ça peut causer des infections. Cette érosion linéale sont très douloureuses. Aussi, les érosions, il peut être très profond, qu'on peut même perdre les ongles, avoir aussi des infections dans les ongles,
Et les patients qui ont la chimio, ils savent que les ongles ils ont beaucoup d'atteintes, surtout avec la chimiothérapie. Et on voit des taches. Cette ligne que vous voyez ici peut se prolonger, mais en dessous de l'ongle et faire qu'on peut perdre l'ongle. L'apparition et la durée, c'est à peu près vers la 4e semaine et persiste tout au long du traitement. Et pour le traitement, si on voit que la réaction est très sévère, c'est très inflammatoire, on doit référer au médecin pour utiliser un type de cortisone. Mais les soins, ça dépendant du grade de la toxicité, on peut utiliser simplement les produits d'hygiène, produits nettoyants. Lavez-vous pas avec du savon parce que le savon encore va sécher plus la peau. Utilisez une crème lavante que vous gardez dans votre sacoche et que vous amenez avec vous. Si vous avez des craquelures dans la peau, vous pouvez tremper les doigts avec l'eau tiède, avec un peu de chlorhexidine, qui est un antiseptique qui s'utilise, qui se trouve dans la pharmacie facilement, surtout pour traiter les infections des ongles. Et on utilise aussi un bon réparateur de la peau. Il y a plusieurs marques dans les commerces, vous pouvez chercher. Dans les allées des soins de la peau, la Roche-Posay a plusieurs, Aven, Bioderm, ils ont plusieurs marques. On peut utiliser l'hydratant et un bon réparateur pour aider à sceller cette peau. Quand le grade est plus intense, mais on doit aller, on peut utiliser même la vaseline ici si la peau est très sèche pour juste aider à protéger. Et quand on voit vraiment des plaies ouvertes, il faut aller avec des antibiotiques et des passements hydrocolloïdes et antibiotiques aussi. L'éruption acnéiforme, c'est très commun les patients qui reçoivent les inhibiteurs de facteurs de croissance. C'est une espèce de thérapie ciblée qui peut se donner pour les cancers des poumons et les cancers des TTQ. Se présente comme une espèce d'acné. C'est des papules et macules ou des pustules qui peut être petit, mais qui peut être très douloureuse. Les gens, ils ont la tendance à les faire drainer. Et ça, c'est la pire erreur parce que si on les fait drainer, mais ça va s'infecter. Cette éruption, il peut débuter après même le premier traitement. Et quand on voit ce type de réaction, il faut absolument l'envoyer au médecin parce qu'il faut que le médecin prescrive des antibiotiques et des corticoïdes topiques pour gérer cette réaction. Si la réaction augmente, le médecin il va peut-être diminuer un peu la dose du médicament. Et si c'est très important que le patient a des infections, des cellulites dans la peau, il faut vraiment arrêter le traitement. Et les soins de la peau qu'on peut faire, on peut encore recommander de laver à tous les jours, malgré que c'est un peu douloureux. Et en utilisant un nettoyant avec pH qui respecte le pH de la peau. Aussi, quand ça fait mal, on peut recommander aux patients d'utiliser des compresses fraîches et utiliser la crème hydratante et ne jamais les traiter comme un acné. Il ne faut jamais drainer les pustules. Il faut vraiment consulter avec votre équipe de soins. Les inflammations dans la cavité des poils qu'on appelle la folliculite, mais c'est très commun chez les patients qui reçoivent la radiothérapie. Et c'est l'inflammation des follicules pileux. On peut les voir comme une espèce de papule remplie et qui peut être remplie d'eau au début et qui est entourée par une halo rouge. Et aussi peut ressembler à l'acné parce que ça nous donne comme une sensation que c'est quelque chose comme des bumps, comme des blisters. Et l'apparition, il peut apparaître rapidement 3 à 15 jours après le début du traitement. Et des fois, ça cause la démangeaison parce que quand les follicules pileux est enflé, mais la peau ne peut pas faire sa fonction de transpiration. Alors, il y a toujours, ça manque la sécheresse, ça manque aussi l'eau qui est retenue dans les follicules et ça fait que ça fait la démangeaison. Et aussi, le traitement, c'est dépendant du grade. Et les produits qu'on utilise le plus commun, c'est la cortisone, s'il n'y a pas d'infection. Et aussi, on utilise l'hygiène avec les produits nettoyants, la compresse d'eau froide qui soulage beaucoup la démangeaison, les crèmes hydratantes et surtout utiliser une protection solaire.
c'est juste éviter la protection solaire quand on est en radiothérapie ou l'enlever avant pour ne pas éclairer les régions. La perte de cheveux qu'on appelle l'alopécie, mais malheureusement on ne peut pas la prévenir. Il y a certaines chimiothérapies qui causent l'alopécie universelle. Ça veut dire que le patient qui reçoit ce médicament, il va perdre son cheveu. La perte de cheveux commence 10 à 20 jours après le traitement, le début du traitement de chimiothérapie. Normalement, il repousse à 1 à 5 mois après la fin du traitement. Si le patient reçoit le traitement de radiothérapie dans la tête et la dose qu'il a reçue sur la tête excède les 55 Grays, il y a une possibilité que les cheveux ne repoussent plus, malheureusement. La gestion, mais c'est vraiment au niveau préventif. Il y a des études qui montrent que l'utilisation d'un bonnet froid quand les patients reçoivent les taxans ou les anthracyclines, qui sont des espèces de chimiothérapie. Et les bonnets froids appliqués 15 minutes avant le début de la chimiothérapie et l'enlever 15 minutes après. Il y a des patients qui disent qu'il y a un mois de perte des cheveux, mais il y en a quand même la perte. C'est juste que peut-être le fait que c'est du froid, il soulage l'inconfort, un peu l'inflammation des cuirs chevelus. Ça peut être ça qui peut aider les patients. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vraiment, la recommandation, c'est de couper les cheveux avant de commencer la chimiothérapie, parce que sinon, ça va être très traumatique de voir les morceaux de cheveux qui tombent. Et ça peut être aussi douloureux. Alors, on peut utiliser des perruques, des chapeaux, des foulards. Pour les sourcils, on peut utiliser du maquillage ou se faire même un tatouage. Et il y a des produits topiques qui se vendent pour la croissance des cheveux, mais honnêtement, ce n'est pas des traitements qui sont très efficaces. Alors, c'est vraiment du marketing. Et dernière, je vais parler un peu de la radiodermite, que c'est très commun chez les patients qui reçoivent la radiothérapie. J'ai montré ici un patient, j'ai amené un cas de patient avec un cancer des poumons qui reçoit sa radiothérapie au niveau de la clavicule, dans les lobules supérieurs du poumon. Et on voit ici que dépendant de la dose, il peut aller même depuis une rougeur, un érythème, une desquamation sèche, jusqu'à l'ulcération de la peau qui peut être très dérangeant et très douloureuse pour les patients. Les patients aussi ont vous voyez que une hyperpigmentation, la peau change de couleur ou devient plus blanc. Des petits vasos sanguins dilatés qui font en sorte que la peau ait une impression d'être très rouge et très chaude. Et après, la peau a la tendance à être plus mince aussi, à guérir moins vite. Les soins de soutien, c'est vraiment la prévention. On recommande aux patients de commencer à utiliser un nettoyant doux, mais avant de commencer la radio, et d'utiliser une crème hydratante très puissante, minimum 2 fois par jour. La photoprotection doit être à tous les jours après la fin du traitement, parce que durant le traitement, si la peau est ouverte, on évite l'utilisation de protecteurs, mais après la radio est finie, il faut utiliser le protecteur solaire dans la zone irradiée pour le reste de la vie. Il y a des conseils additionnels à vous donner pour améliorer la qualité de vie. C'est juste de se rincer pas avec l'eau chaude, idéalement prendre une douche avec l'eau tiède. Les douches doivent être rapides plutôt que de longs bains chauds à cause de la sécheresse cutanée. Quand vous séchez le corps, utilisez une serviette douce en lieu de frotter parce que ça enlève les cellules qui sont en train de grandir. Et quand on parle de traiter et réparer le visage, mais on peut recommander d'appliquer la crème hydratante quand la peau est un peu humide après la douche, et ça fait que l'eau se retient plus sur l'épiderme. Le froid apaise les démangeaisons. C'est important ici de dire, pendant le traitement, si vous allez mettre la glace, demandez à votre équipe de soins parce que la glace, il peut brûler aussi dans certains cas. Alors, la recommandation, c'est d'utiliser les compresses d'eau froide. Hydrater les pieds et les mains avant de coucher, éviter les parfums et porter des vêtements amples, idéalement des vêtements en coton.
Pour la protection, on en a déjà parlé. Choisir un facteur de protection au-delà de 30. Éviter le soleil entre les 10 et 15 heures. Et couvrir le visage et la tête avec des vêtements adaptés si vous allez faire des activités extérieures. Ne pas négliger les zones sensibles, surtout la face, l'avant-bras et les mains. Rarement, je vois des personnes qui se mettent la protection solaire sur les bras et c'est des zones qui sont très exposées. Alors, pour résumer un peu, on peut dire que les effets cutanés, les effets secondaires cutanés surviennent à tout moment, même avant de commencer, et puis persister longtemps après la fin du traitement. Si on peut même après l'arrêt du traitement du cancer, le plus commun, c'est la radiothérapie, l'immunothérapie, la thérapie ciblée, l'immunothérapie peut causer des effets secondaires. Ces effets ils peuvent avoir un impact très négatif sur la qualité de vie du patient. Et la bonne nouvelle, c'est que la mise en place d'un régime très facile comme nettoyer, hydrater et protéger, c'est quelque chose qui peut être utilisé par n'importe quelle personne, c'est très facile à trouver et ça peut prévenir et atténuer et pourquoi pas réduire les effets secondaires cutanés. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup de l'invitation.